Donc 30 janvier, cette prise de parole tournera autour de mots blancs. Alors le blanc, bah, on a beau le chasser, on a beau l'exclure de son vocabulaire et de ses catégories sémantiques, et pourtant il, il trouve toujours moyen de se présenter, enfin de faire retour, et vous êtes obligé de le voir, de le constater. Le mot blanc, B-A-L-N-C, donc blanc, de blanco, blanc. Donc quelqu'un qui est totalement, on va dire, acquis à certaines causes, entre guillemets, progressistes, de progrès, et quelqu'un qui a le souci de l'autre. Finalement, invite ce terme dans ses écrits. Évidemment, il dit la littérature blanche. C'est la première fois, évidemment, pour moi, c'est une première d'entendre le littérature, le mot blanc associé à la littérature, au mot littérature. Alors, on avait la littérature occidentale, la littérature européenne, la littérature par époque, on avait la littérature russe, la littérature tchèque, la littérature, mais on n'avait jamais le mot comme ça, générique de blanc. Donc, on a souvent, alors évidemment, on avait toujours ce problème avec ceux dits noirs qui sont aujourd'hui réduits au terme qui n'est pas non plus un terme recevable, le terme de afro-américain, alors que les autres, qui sont évidemment sûrement présents depuis moins longtemps que ceux dits afro-américains, on ne dit pas européo-américain. Donc pour un simple jeu d'égalité, on devrait là aussi, puisque on détermine, on désigne l'origine géographique, alors qu'en fait, les Afro-Américains n'ont plus rien à voir depuis très longtemps avec l'Afrique. Ils sont américains, ils ne sont pas africains, et on peut voir peut-être, pour s'en convaincre, le sort ou ce qui s'est passé au Libéria, donc le retour de descendants d'Africains, donc envoyés aux Amériques. Et donc finalement, la chose ne s'est pas bien passée et je pense que l'expérience n'a pas été tentée de façon aussi importante numériquement. Donc le mot blanc, alors on a différentes déclinaisons de ce blanc. Donc par rapport à la musique, justement, on dit la musique. On dit pas, on dit la musique parce que noir. Donc on continue de désigner l'autre par noir, comme si notre capacité, notre inventivité n'a pas été capable de créer un autre terme beaucoup moins chargé historiquement et beaucoup moins sujet à débat. C'est quoi noir? Ça veut dire quoi? Ça désigne quoi spécifiquement à la personne, qui serait la chose logique, normale. Pourquoi désigner quelqu'un par sa nuance de peau, par sa gamme chromatique? Où est-ce qu'il y a nécessité? Alors évidemment, quand on est là, on est dans un niveau de ce qu'est un peu le biologique ou le physiologique, alors les mélanomes et tout est quanti, on est là dans des considérations, on va dire, relativement, c'est visible, il y a des choses. Mais quand on passe à des domaines beaucoup plus problématiques encore, plus problématiques que les précédents, que ce qui du domaine de la création, du domaine des réalisations, du domaine alors évidemment, l'homme noir n'est pas est encore un homme
qui n'a pas atteint un certain degré de civilisation, dixit un rédacteur de discours pour Sarkozy, donc n'est pas encore entré dans l'histoire. Évidemment, c'est pas Sarkozy qui l'a dit, c'est celui qui lui a écrit le discours. Mais évidemment, c'est une chose qui existe, c'est une croyance, c'est même une certitude de certains. Il y a toujours. Et puis on a besoin de maintenir une altérité un peu inaltérable, une altérité fixe. Voici le territoire des sauvages, et nous, de notre côté, nous, on est les civilisés, on est les hommes qui vivons avec des valeurs morales. Nous avons un commerce entre nous basé sur plus sur l'intelligence, sur la convivialité que sur la violence et l'appel aux instincts primaires. Donc voilà, le sauvage, c'est l'instinct primaire. Donc les Africains seraient encore à un stade primaire. Et les Afro-Américains auraient encore aussi un côté primaire. Et voilà, et on peut aller plus loin, voilà, le nombre de gens délinquants qui sont d'extraction afro-américaine, le nombre de détenus dans les prisons, etc. On peut décliner ça un peu à l'infini. Donc, il reste un domaine dans lequel, quand on dit un musicien noir, ben, quelque part, c'est un peu ambivalent, parce que ça dit, bien sûr, le musicien noir peut être un peu enchâssé, un peu dans un registre, dans le jazz, dans le gospel, et plus tard dans tout ce qui a un peu dans cet art de la déclamation et dans le rap, etc. Voilà, donc c'est. Mais avant, c'était le jazz, donc le blues, et puis un peu le rock, et beaucoup le rock même. Donc, étant entendu que, d'un certain point de vue, les Noirs, parce qu'ils sont plus proches de la nature, et donc ils sont encore plus proches des instincts primaires, et donc d'une certaine façon, ils réagissent de façon primaire, ils expriment leurs émotions de façon primaire, et donc très manifeste, et donc ils n'ont pas été touchés profondément par le vernis de la civilisation, donc ils peuvent facilement redescendre. Donc ils basculent entre le sauvage et le civilisé, c'est pour ça qu'ils sont bons, qu'ils savent danser, c'est pour ça qu'ils sont ceci ou cela d'ailleurs, et ainsi de suite. Voilà, donc on peut parler de ça comme ça. Donc la personne moralement irréprochable qui commet comme ça au hasard d'une rédaction que moi je trouve inadaptée, voire totalement gratuite, cette expression, cette épithète de blanche ajoutée à la littérature. Donc on a découvert, nous, qu'il existait un monde blanc. Moi, ma génération a découvert le mot blanc. Et c'est vrai que c'est une découverte qui n'est pas réjouissante, puisqu'elle est une découverte excluante. Moi qui me considérais comme blanc, j'étais exclu d'office, puisque le mot blanc a recouvert le mot français et l'épithète européen et le qualificatif européen, le qualificatif occidental, voilà, le mot blanc. Et le mot blanc, évidemment, il offre la possibilité de réunir un peu tout le monde, les Slaves, les peuples un peu qui étaient destinés à être réduits en servitude par les peuples qui se considéraient comme supérieurs par les Allemands, peut-être depuis les chevaliers teutoniques, peut-être un peu toute cette série
d'agression venue d'agression contre le territoire slave. D'ailleurs, le mot slave est un mot qui pose un problème. Pourquoi on continue d'appeler ces gens par ce mot slave, donc esclave, slavon? Bien sûr, on trouve le terme de slavon pour parler des slavons, des esclaves, peut-être d'origine européenne, et donc clair de peau pour les désigner, pour les séparer des slavons, des esclaves foncés de peau. Donc, à une époque, je ne sais pas si les choses étaient comme ça, mais un esclave, c'était un esclave. Donc, il ne pouvait pas y avoir l'esclave qui était de peau claire, n'avait peut-être pas plus de valeur que l'esclave qui était d'une peau foncée. C'est ça. À la rigueur, le mot peau claire ou peau foncée, ça peut convenir, plutôt que le mot blanc. Voilà. Les blancs, voilà, sont doués d'un talent que les autres peuples n'ont pas. Alors, moi, j'ai passé du temps, beaucoup de temps, à essayer de trouver en quoi les jaunes étaient jaunes. J'ai eu dans ma proximité des gens originaires des territoires dits jaunes. Il n'y a jamais vu de jaune. J'ai vu des gens clairs de peau et il n'y a jamais de nuance de jaune. Il y a des yeux différents, c'est clair, et peut-être le nez. Mais la couleur ou la nuance ou ben, ça n'existe pas. Donc déjà, si on lève le rouge et le jaune, il reste que le noir, le sombre, le porte-malheur, évidemment, et puis reste le blanc, qui est la couleur, par définition, la couleur des anges, la couleur de la lumière. On représente un prophète, on ne représentera jamais, pour représenter la lumière, qui n'aimerait un élu de Dieu, ça va être une lumière blanche. Souvent, récemment, j'ai vu, même pas 24 heures, quelqu'un qui était parmi les élus, donc au moment de sa mort, il montait au ciel et dans un halo blanc. Et ceux qui étaient les méchants, les maudits, ils partaient, et donc peut-être dans un halo noir. Donc toujours. Voilà ce qui est rattaché au mot blanc. Un mot qu'il ne faut pas utiliser comme ça comment dire, parce que ce serait plus indicatif. Non, c'est un mot éminemment chargé, donc obligatoirement, dans ce qui est la cancel culture, de ce qui est finalement le fait de se retenir, d'éliminer, de s'empêcher d'utiliser des mots. Il y a une éthique de la désignation, une éthique nécessaire, une éthique qui doit être volontaire, parce que finalement on fait ça parce qu'on répare une injustice. Après, si c'est uniquement au niveau de soi, donc c'est pas tellement au niveau des autres. Quand on voit la haine qu'il peut y avoir entre les Vietnamiens, les jaunes vietnamiens et les jaunes, entre guillemets, toujours chinois, on aurait du mal vraiment à s'en rendre compte, à comprendre ce phénomène de haine, quand on peut voir la haine qu'il peut y avoir entre deux groupes de noirs, entre guillemets, donc, et qui se battent à mort. Et le sort que réserve un groupe noir, considéré comme noir, à un autre groupe considéré comme noir, on voit là que quelque part, les gens qu'on veut défendre ne sont pas non plus des anges, ne sont pas des exemples de vertu. Donc on défend un peu à perte, on défend uniquement parce que c'est une question de principe. Et après, évidemment, le monde est un monde qui n'est pas dans sa réalité, dans sa quotidienneté, est un monde éminemment frustrant, éminemment décevant,
et c'est comme ça que les choses se passent. Donc, j'ai chopé un rhume qui me force à boire pour essayer de calmer les irritations de la gorge. Et donc, le problème est que souvent on dit les extrêmes se rejoignent. Donc, on peut trouver des exemples un peu en faisant un petit écart, quoi, en faisant contre les extrêmes de droite et les extrêmes de gauche. Il peut y avoir une sorte de haine anti-juive. Donc, peut-être appelé antisioniste, mais qui a des relents qui n'est pas clair. Voilà. L'antisionisme n'est pas clair. En tout cas, l'antisionisme de certains et beaucoup l'antisionisme des Arabes, finalement, trouve son origine dans l'anti-hébraïsme ou l'anti-judaïsme d'antan. Mais c'est pas accuser un groupe plutôt qu'un autre. L'antijuivisme était une chose courante dans toute, peut-être pas en Asie, mais partout. Partout, il y avait la présence d'une communauté, puisque cette communauté gardait ou veillait sur la préservation de sa foi, de ses traditions. Et on voit le problème actuellement en France, comme une communauté arrivée récemment, depuis quelques générations, et finalement qui essaie de conserver certaines de ses traditions, et à quel point cela semble cela semble sonner comme un danger vital, un danger de vie ou de mort pour la République française, telle que finalement cela a été exprimé récemment. Donc, la République française se sent menacée parce qu'un groupe finalement tend à protéger sa tradition et j'aimerais développer ça peut-être dans un propos sur le conflit de loyauté. Et voilà donc comment on peut se retrouver et donc le problème, comment alors être le sort des Juifs ou des Hébreux qui ont maintenu leur tradition depuis la chute du temple, la destruction du temple, et donc sur un certain nombre de siècles. Donc eux, ils ont fait face finalement à tous les gouvernements, à toutes les politiques successives de tolérance, tolérance moyenne, tolérance haute, tolérance basse, intolérance forte, intolérance moyenne, intolérance basse. Donc ça me rappelle cette histoire. Donc quelque part, les gens de Lorraine ou d'Alsace-Lorraine, peu importe, ou d'Alsace, mais en tout cas dans ces régions-là, étaient très contents de se débarrasser des créditeurs ou comment on appelle ça, des prêteurs juifs, parce que soit ils voulaient pas le rendre leur argent, soit ils voulaient un peu se libérer de leurs créances, et d'une certaine façon, ils ont fait porter les événements de la peste noire sur le dos des Juifs, et donc, évidemment, c'était un moyen très, très simple et très efficace de réduire un peu la dette, voilà, supprimer la dette en supprimant le porteur ou celui qui est finalement celui qui, je trouve pas le terme. Donc voilà comment. Et donc j'imagine dans d'autres pays où finalement les Juifs qui créditaient, enfin je sais pas, qui prêtaient aux puissants, et finalement un sultan, un sultan, comment il faisait? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen? Est-ce qu'il ne trouvait pas un moyen comme ça de se débarrasser de cette dette en montrant un complot quelconque contre ses créanciers,
Voilà, toujours un peu la même politique. Donc, une tolérance au gré des gouvernants, au gré de leurs intérêts. Donc, mais j'ai pas tellement d'éléments sur la question concernant les pays de l'Occident musulman. Euh, donc les extrêmes, ils peuvent se rejoindre, donc parce que finalement, celui qui est contre la domination de la race blanche, finalement, il est un allié objectif d'une certaine façon, ou un allié d'une nature que peut-être je ne connais pas, mais c'est un allié quand même, parce qu'il fait exister le terme de blanc. Donc, le suprémaciste blanc, il a besoin que le terme, que la différenciation, que la désignation continue d'exister, d'être pratiquée, d'être utilisée, que ça inonde, que ça diffuse partout. Si un concept n'est pas adopté de façon horizontale et verticale à tous les niveaux, s'il n'est pas adopté partout, c'est décliné à l'infini, ben ce concept peut finir par disparaître. Donc plus il y a de gens qui récupèrent le concept, même si finalement ils en font un usage inverse, ce n'est pas grave, puisqu'ils utilisent le même concept utilisé par leurs ennemis d'une certaine façon, par les suprémacistes blancs. Donc le suprémaciste blanc, donc finalement, leur argument de base, c'est parce qu'ils sont blancs. Donc ils ont une qualité que n'ont pas les autres peuples. Leur côté blanc, on s'en fait des élus, on s'en fait des élus de Dieu, des élus de la nature, des gens privilégiés. Donc le problème est, et c'est vrai que d'une certaine façon, on peut le remarquer, il y a dans la nuance chromatique, c'est vrai que moi-même j'ai été étonné une fois, j'ai suivi, dans ma ville natale, j'ai suivi une toute petite fille, et qui était avec sa mère, évidemment, parce que je la voyais très claire de peau par rapport à ce que je voyais dans mon entourage. Tellement blanche, tellement blême, que ça me donnait envie d'aller voir. Mais ça s'arrête là. Donc on peut voir la nuance, la gamme chromatique qu'il y a dans le dit blanc. Il y a des blancs très blancs, des couleurs cadavres, comme dirait l'autre. Il y a des blancs immondes à voir, parce qu'ils sont ça ne donne, ça crée pas d'appétence pour ce corps-là, qui est trop, c'est presque transparent, c'est pas extraordinairement attirant. Alors là, au moment où le blanc devient extraordinairement appétissant, c'est quand il prend un peu de soleil, quand il se hale un peu. Alors là, ça devient couleur café crème, café au lait, c'est vraiment extraordinaire. Donc mais le blanc normal, vivant dans un endroit pas très ensoleillé, bah, il est presque faut en avoir envie un peu. Donc c'est au lieu de considérer ça comme une sorte biologiquement, c'est presque une forme d'handicap que d'être très clair de peau. Mais voilà, c'est devenu un argument utilisé par certains. Plus on est clair, alors, il y aurait donc dans le domaine des clairs de peau, on aurait les plus clairs, les plus que clairs, les plus que clairs, et finalement, il y aurait une hiérarchie, obligatoirement. On va constituer des groupés, des castes. Et donc, ça règle le problème des Européens de l'Est, les inférieurs d'hier. On peut récupérer tout le monde. D'ailleurs, là aussi, on peut récupérer tout le monde, les gens de peu de valeur,
les gens de base, les gens de, comment on appelle ça, lambda, le peuple ignare, le peuple presque le sale et l'ignorant peuple, le peuple le peuple, on peut le récupérer parce qu'il est blanc et quelque part, mais ce n'est pas si vrai. Donc finalement, les gens sont partis, certaines personnes sont parties dans une idée idéaliste, mais ils s'en nourrissent et finalement, ils semblent marquer des points en oubliant que finalement, chaque société s'organise tôt ou tard de façon à générer une hiérarchie, des séparations, séparatisme, à générer des groupes plus ou moins antagonistes, voilà, selon les intérêts, selon plein de choses. Alors, et c'est comme ça. Donc, fondamentalement, on n'a jamais fini avec le mot blanc et ses divers déclinaisons et ses divers incidences et ses diverses manifestations. Et malheureusement, c'est pas parce que on lutte contre quelque chose que quelque part on va réussir. C'est parti pour durer des siècles, encore une fois. Ça me, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, surtout quand le discours que l'on fait, là, la parole, quand elle est destinée à quelqu'un principalement et que cette personne ne va pas l'entendre, bon, et qu'aujourd'hui les discussions, les polémiques, les affrontements ne sont pas possibles parce que les gens, d'une certaine façon, ils veulent que cela se passe selon leur vision eux, selon ils préfèrent choisir tel ou tel champ de bataille plutôt que d'accepter ce qu'on leur propose. Il y a énormément il y a énormément de conditions à l'exercice de la confrontation. Et souvent, les gens, ils peuvent accepter une fois, mais il n'y a pas de suite. L'essentiel, la confrontation, permet énormément de choses. Permet de sortir de soi-même, de ne pas tourner en rond, comme moi je le fais actuellement, et permet d'envisager autre chose. Il y a moyen, et c'est là le caractère intéressant que nous avons tous, que nous soyons de tel ou tel aspect, nous avons cette capacité à nous nourrir à nous nourrir de l'autre et de la proximité avec l'autre et de la confrontation avec l'autre, à nous en nourrir pour finalement à l'intégrer, à en faire partie de notre discours, de nos affects, de nos références, pour ne pas dire encore plus mon autre imagination, pour ne pas dire le mot imaginaire. Voilà, un terme qui est vraiment une fortune, qui a rencontré un accueil extraordinaire, le mot imaginaire. Alors on peut un peu suivre la carrière des deux mots, le mot blanc, puisque finalement quand on a du côté des nazis, qui est un mouvement extraordinairement, on va dire, quelque chose a pourri un peu, c'est pas un mouvement que l'on peut créer comme ça s'il n'y a pas un pourrissement de la situation intellectuelle, économique, etc. d'un pays pour que ça arrive finalement. Mais la question de l'Allemagne est une question un peu complexe puisque même l'accession au pouvoir a été une chose qui n'était pas si... finalement, avec le vote, 33%, et puis finalement, puis quand même réaliser une politique. Donc l'adhésion n'était pas si marquée que cela. Quand les gens ont pu exercer
comment dire, quand ils ont pu se déterminer de façon libre, si l'on peut dire. Donc fondamentalement, les nazis nationaux socialistes, pour parler plus clairement, puisque c'est ça la désignation, donc ça nous offre un peu toujours, c'est toujours très éduquant et très interpellant, ce mot de national-socialiste. National-socialiste, puisque finalement, on peut, souvent, beaucoup de gens, finalement, national-communiste, pour parler du stalinisme, de la période, etc., qui a duré longtemps. Et donc, toujours, quand le national et socialisme, ce sont deux qualificatifs ou deux qui normalement ne peuvent pas se rencontrer. Finalement, on pourrait dire que le socialisme, pour réussir, il a besoin d'être, pour réussir, il faut qu'il domine un peu partout. Mais après, je dis ça rapidement, j'ai pas tellement envie de... la question est toujours, comme beaucoup d'autres questions, toujours très complexe. Et finalement, il y a l'international socialiste encore, mais donc le national-socialisme. Donc la prospérité et le bien-être réservé à un territoire et aux habitants de ce territoire. Donc les blancs, qu'ils soient roux, qu'ils soient blonds, qu'ils soient bruns, donc c'était des Ariens et non pas n'importe quel blanc, donc quelque part. Donc pour un peu revenir sur la carrière des deux mots que sont blanc et imaginaire, on va voir que le blanc, évidemment, est beaucoup plus ancien, mais le mot imaginaire, on voit à quel point ils sont devenus dominants, pas dans les mêmes champs d'exercice ou les mêmes champs d'interprétation, mais on voit que finalement, le mot imaginaire est utilisé à tort et à travers, on peut remplacer le mot imagination pour tout et en toute situation. Quelquefois, il est pertinent et quelquefois, il est déplacé. Et le mot blanc, quelquefois, il est pertinent, il peut être pertinent dans certains contextes, mais en dehors de contextes bien précis, il n'est pas du tout pertinent. La compétition et la rivalité entre gens considérés comme blancs ne cessera jamais. L'exemple, c'est la rivalité entre l'Allemagne, encore une fois, et l'Angleterre. Et pourtant, c'était la même famille. C'était membres de la même famille régnante, même famille, des cousins, et pourtant, ils se sont fait la guerre. En quelque part, il y a des intérêts qui dépassent ou qui finalement qui dépassent le simple fait d'appartenir à une famille de sang, à une famille, et puis d'appartenir à un même monde, d'une certaine façon, le monde chrétien, ou comme certains disent judéo-chrétien, mais ça n'empêche pas que la rivalité existe et qu'elle se traduit par des drames terribles pour les millions et les millions de gens qui ont payé les frais de cette rivalité. Donc, ne parlons pas des morts, parlons des blessés, des traumatisés, pas seulement des morts, parlons des blessés, des traumatisés et des gens qui ont été touchés par ces guerres de plein de façons. N'oublions pas que certaines personnes continuent d'être blessées ou de se blesser et continuent de mourir parce que il y a des bombes, par exemple, des bombes encore allemandes, peut-être d'autres aussi, anglaises, peu importe, dans les déserts égyptiens, peut-être libyens, peu importe, mais le passage des armées concurrentes a finalement continué de faire des victimes et voilà, donc vous marchez et
Voilà, tout d'un seul coup, une bombe qui reste active malgré les dizaines d'années passées, ben, elle vous réduit en charpie. Donc le choix des mots, mais c'est important, le choix des mots. Qu'il soit quelque part, c'est quoi, ça traduit quoi? Un inconscient collectif, malgré tout, qui profite de ses privilèges, malgré tout. D'une certaine façon, quelqu'un qui dit « je vis dans un pays qui profite des richesses d'autres pays », est-ce que cela le conduit, par exemple, est-ce que cela peut le conduire à aller vivre avec ceux qui sont exploités? Est-ce que quelqu'un qui dit, par exemple, c'est toujours très compliqué quand on voit un exemple devant soi, des vêtements venant du Bangladesh, vêtements venant du Bangladesh, et vendus pas cher, et vraiment pas cher. Alors la qualité c'est une autre affaire, mais vendus pas cher, que moi, non seulement je ne les achète pas au prix d'origine, mais en plus j'achète encore moins cher, soldés. Donc finalement, est-ce que je ne commets pas un double crime dans cette affaire-là? Mais si je suis contre cette exploitation du nécessiteux et du nécessiteuse surtout des femmes, est-ce que je suis doublement criminel? Mais en plus, comment je vais pouvoir finalement réparer ces crimes que j'ai commis, voilà. Et je vois autre chose qui est venu du Pakistan, donc pas seulement au Bangladesh, des draps venus du Pakistan. Donc le problème est là. Comment réellement traduire ces principes ou ces prises de position dans les actes, en actes? Comment traduire ça en actes? Est-ce que finalement je décide, quelqu'un, je parle en général, quelqu'un qui se sent comme ça un peu, qui a cette conscience-là, est-ce qu'il dirait, je n'irai pas, je dois aller avec les compétences que j'ai ou pas de compétences, avec ma force de travail? Cessons de parler de compétences comme si les autres n'avaient pas les compétences. Cessons de considérer que ce sont toujours les Européens qui ont les compétences. Tout le monde a des compétences. Chaque être humain a de la compétence. Ils n'ont pas la compétence naturelle, hein, de la compétence sociale acquise par l'apprentissage en continu. Donc et donc finalement, mais en tant que force de travail, j'ai une force de travail, je vais réparer soit la faute des autres, de mes prédécesseurs, de mes ancêtres, soit ma faute à moi, puisque j'ai participé de ce système, j'ai nourri ce système en l'achetant. Donc quelqu'un qui dirait, oui, c'est vrai que les gens se mettent aujourd'hui à ne pas consommer les produits chimiquement traités, mais fondamentalement, dans les faits, c'est auto-dirigé sur soi-même. Donc c'est de l'auto-protection. Après, on enveloppe ça avec la protection de la terre, de la biodiversité, mais d'abord, c'est un choix pour soi, pour finalement se prémunir contre les risques liés à ces substances chimiques, à ces molécules chimiques. Mais après, le problème est que ça porte l'égoïsme à un stade. Non, moi, je ne me protégerai pas. Tant que les autres, tant que cette protection n'est pas étendable, tant qu'elle n'est pas à la portée de tous, moi, je ne me protège pas. Je vais manger comme tous les autres, mais je vais lutter. Je vais lutter. Ou alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, finalement, je peux manger bio, mais après, ce qui compte pour moi, c'est manger bio. Après, évidemment, toujours la question, combien ça coûte le bio? Est-ce que j'ai eu la possibilité de faire des économies, de ne pas payer, je ne sais pas, un prix assez conséquent pour un produit ou un autre? Est-ce que je ne vais pas hésiter? Est-ce que je vais quand même, voilà. Donc, c'est ça le problème. Il y a énormément de problèmes. Après, la parole fait monter ces problèmes, fait remonter ces problèmes.
Il y a un défaut d'avoir les autres. Mais les autres n'ont jamais été présents. Soit en partie de ma faute, soit la faute à personne, mais il y a quand même l'absence de l'autre. L'absence, j'allais dire, du vis-à-vis, de celui. Après, il y a toujours le comment, le moment qu'il vous faut pour construire un discours, pour construire une parole et un questionnement pour essayer un peu de faire le tri dans ce que vous avez, mais toujours le problème de cette vie française qui vous réduit à n'être que vous-même, enfermé sur vous-même, et quelquefois vous vous emparez des choses un peu par comment ça, vous essayez de sortir de votre prison, de votre réclusion en vous emparant de quelque chose qui n'est pas finalement de votre fait. Je n'ai rien fait que de me saisir de l'écrit ou de la considération d'un autre, cet autre avec lequel je n'ai pas de contact depuis très longtemps, et c'est comme ça que ça se passe. C'est marrant, j'ai une voix et que je n'ai pas d'habitude à cause des irritations de la gorge. Et fondamentalement, simplement, il y a des choses que l'on remarque, alors qu'on soit de telle ou telle nuance chromatique, quand on a attrapé un rhume, on souffre de la même façon. On est gêné, on est mal dans sa peau, et finalement, cette ressemblance et cette identité partagée, comment dire, ce corps qui ressemble à un autre. Nous avons les mêmes corps et ces corps sont touchés de la même façon. Ils font face à des désagréments de la même façon. Donc nous avons ça, ce sentiment d'être dans finalement de partager énormément de choses. C'est pas quand moi j'ai un problème que je vais m'adresser à toi, comme le font les Français, entre guillemets, je m'adresse à toi parce que j'ai des ennuis, ou alors t'as des ennuis, va voir un spécialiste. T'as des ennuis psy, va voir un spécialiste. T'as des ennuis... non, je viens et je te demande, puisque de toute façon, ce que tu as me raconté, soit je l'ai déjà éprouvé, soit je vais l'éprouver. Comment ça s'est passé pour toi ces derniers temps? Est-ce que tu as quelque chose dont tu voudrais parler? Un ennui quelconque. Voilà, l'ennui. Apprendre ça. Apprendre cette semblabilité. Apprendre qu'on est dans une altérité finalement très, très, très fictive. Mais l'altérité, elle est pas. Un rhume, il vous fait des misères de la même façon à vous qu'un super, quelqu'un de bien placé. Et le fait de se retrouver d'une certaine façon en déconnexion, sans savoir, ne pas être tout à fait, ne pas se reconnaître dans ce que l'on fait, ne pas se reconnaître et aussi ne pas reconnaître son corps qui est vieilli et finalement se voir décliner et ne pas pouvoir faire quelque chose contre ce déclin qui est promis et qui sera de toutes les façons, à part évidemment, j'y pensé aujourd'hui, les gens qui meurent précocement échappent au déclin. Donc quelque part on peut considérer qu'ils ont gagné contre le déclin. Donc la mort qui vient de façon soudaine, presque illogique, et la mort qui vient après un long cycle de... Vous passez par des moments où vous êtes finalement avec vous-même et vous n'avez jamais appris
à être bien avec vous-même. Vous avez toujours besoin de quelqu'un à côté de vous, à votre gauche, à votre droite, en face de vous, peu importe, quelqu'un à côté, pour qu'on vous regardez de ce côté, vous à gauche, à droite, vous voyez quelque chose, vous voyez, vous retournez pour essayer d'obtenir une réponse. Ce que j'ai dit, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est correct? Voilà, j'ai besoin de toujours pour se corriger, pour introduire plus de nuances, plus de, plus de précision et finalement plus de pertinence, pour ne pas dire d'efficacité. Bon, je m'arrête là.